Voilà, si j'ai bien compris, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Lundi matin, 11 mai 2020, si les comptes sont bons. Bonjour à toutes et à tous. Quelques secondes pour des réglages techniques. Merci de m'envoyer quelques petits signes de l'extérieur, comme quoi le son est bon, comme quoi tout va bien, comme quoi vous êtes confortablement installé, vous soyez. Peut-être au passage me dire où vous êtes maintenant. Super. Excellent. Voilà, je vais vous dire en quelques mots qui je suis. D'abord, commencer par qui je ne suis pas. La liste pourrait être longue, mais ce sera court. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un geek. Je ne suis pas un pro de la technique. Donc, d'où mon envie d'être rassuré en sachant que tout se met bien en place. Voilà. Qui je suis? Je m'appelle Jean-Philippe Jacques. Je suis avec vous depuis un petit bout de Suisse, quelque part du côté de Genève. J'ai le grand plaisir de guider cette méditation maintenant. Et on va faire un bout de chemin. On va faire un bout de chemin ensemble. Mot-clé, promenade. Promenade. On ne sait pas ce qui va advenir. Promenons-nous dans les bois pendant que le vent n'est pas. Voilà de quoi il s'agit. Alors, pour cette promenade, nous avons besoin d'un petit moment de qualité, d'abord avec soi et ensuite avec les accessoires propices à cette promenade pour créer un minimum de confort. Et c'est parti. Quelques secondes pour arriver pleinement chez soi, pour se poser, pour faire un état des lieux de comment tout ça fonctionne ce matin, de quelle manière le corps a accueilli la journée nouvelle au réveil. Quelques secondes pour rendre hommage à tout ce qui nous permet de créer cet espace de qualité, de confort. Voilà, qui je suis. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Jacques. Il y a une dizaine d'années en arrière à peu près, avec plusieurs amis et collègues, nous avons démarré une structure à Genève. Maintenant, nous sommes sept personnes à proposer des interventions basées sur la méditation de pleine conscience, avec grand bonheur. Avant cela, je travaillais à Médecins sans frontières. Donc, déjà, vous voyez le lien entre ce que je suis en train de dire et puis le fil conducteur de cette méditation guidée où il s'agira de broder, de tisser, de se promener, d'aller à la rencontre autant de la méditation que de l'action. Et quelque part en chemin, j'ai eu une douzaine d'années dédiées à la recherche dans un laboratoire de pointe aux États-Unis, en Californie, comme dans les films. C'était merveilleux, c'était très riche. Et puis, je travaillais à 200%, à 200 à l'heure, tout 2 fois plus. Et puis avant ça, un parcours sous le signe de la compétition sportive, puisque j'avais choisi de m'investir beaucoup dans un sport très exigeant, mais magnifique, puisqu'il s'agit du canoë-kayak, avec des succès au rendez-vous. Bref, pourquoi dire tout ça? Parce que l'action, c'est quelque chose que j'ai très bien connu, je dirais, et je ne doute pas que je ne suis pas le seul. Et en 1995, arrivée de ma fille aînée, naissance de ma fille aînée, et un déclic, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous. Un déclic et je me dis, oui, mais à quoi ça sert de courir dans tous les sens,
Tu n'as plus besoin de démontrer que tu es bon. Hein. Tu sais que si tu t'investis dans une pratique, dans une activité, quelle qu'elle soit, les résultats sont au rendez-vous, quels qu'ils soient, sans aucun doute, pas ceux auxquels tu peux t'attendre, mais les résultats seront au rendez-vous. En revanche, j'avais l'impression qu'il devenait intéressant, voire indispensable, de clarifier le regard que j'avais sur mon existence, sur tout simplement l'énergie de vie que je laissais se déployer autour de moi. Et de ce point de vue-là, j'ai décidé de commencer la méditation et le Tai Chi Chuan en 1995. Et je crois pouvoir dire que les réponses ont commencé assez vite d'être au rendez-vous. De quelle réponse s'agit-il? Il s'agit de mettre le doigt sur ce qui fait sens, mettre le doigt sur la notion de présence, la notion d'engagement, la notion de performance. Donc ça n'est pas une mince affaire, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose qui me rend service, c'est quelque chose que je revisite régulièrement. Hein? Voilà. Se poser. Se poser, c'est quelque chose de très très intentionnel. Former l'intention de se poser, d'arriver, de se poser, de voir où je suis. Et je vous propose de commencer par cela, tout simplement. Où suis-je? Il est possible que les réponses ne soient pas 100% satisfaisantes. Aujourd'hui, lundi 11 mai 2020, je ne sais pas dans quel pays vous vous situez géographiquement, mais il se passe plein de choses en lien avec le déconfinement. C'est une invitation très puissante à revisiter la relation au quotidien, la relation à la norme, à la normalité. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que, au cœur de cette incertitude, petit à petit, des réalités très simples, incontournables émergent? Commençons par ça. Commençons par nous offrir 5 minutes pour bien se sentir connecté avec l'instant présent. Arriver chez soi, c'est se poser, que vous ayez des milliers d'heures de méditation derrière vous ou que vous soyez dans la découverte, le résultat est le même, le chemin est le même. Décider délibérément, intentionnellement de se poser. Personnellement, je m'installe confortablement chez moi, dans mon salon. Je laisse les yeux se détendre. Je peux même aller jusqu'à entrefermer les paupières. Chacun est libre. Et dans tous les cas, je choisis d'amener mon attention vers l'intérieur, vers le pays qui bat sous la peau. Assez vite, le paysage s'enrichit, un peu comme si les brumes se dissipaient. Ce matin, je me suis réveillé et le temps était à la pluie, aux nuages. Les nuages étaient bas, le brouillard n'était pas loin. Et si je regarde dehors par la fenêtre, je vois que le plafond nuageux a remonté. Se poser, c'est un peu la même chose. Se poser, c'est participer à laisser les nuages, une présence floue, se disperser.
identifier de la manière la plus simple qu'il soit, la plus objective qu'il soit aussi, j'aurais envie de dire, quelques repères corporels, puisque le corps est là, profitons-en. Sentir par exemple le poids, la température, d'un mouvement ou d'une mobilité. Sentir aussi plein de choses, par exemple au niveau de la peau sur le visage, la peau sur les mains, la peau sur n'importe quelle partie du corps. Le fait d'arriver chez soi ainsi, de former l'intention de se poser, d'aller à la rencontre des sensations corporelles, immanquablement va nous rendre attentifs à ce qui se passe également dans le cœur, dans l'esprit. Par exemple, toutes sortes de pensées. Et tout ça est tout à fait normal. Et si vous avez un tout petit peu de pratique de la méditation de pleine conscience, vous vous êtes familiarisé avec cela, avec cette nature même de paysage dans l'instant présent où on peut assez facilement former l'intention d'arriver dans telle ou telle contrée, mais le mental parfois en décide autrement. Et c'est peut-être là où il s'agit de trouver la bonne manière, la manière civilisée, aimable, avec doigté, délicatesse et détermination. Laisser une qualité de présence étendue se mettre en place. Peu importe que le mental nous entraîne dans telle ou telle direction. N'importe ici, c'est ce que j'en fais. Peut contribuer à créer cet espace de liberté et de solidité. Par exemple, que se passe-t-il si je choisis délibérément de ramener mon attention sur le souffle, sans forcer quoi que ce soit cependant, mais délibérément arriver à la rencontre du souffle, par exemple au niveau du ventre.
progressivement, je vous invite à élargir, à peut-être même ouvrir les yeux après ces quelques minutes de connexion à soi. Je vais poursuivre avec une petite histoire. Une petite histoire toute simple. Ça pourrait être un pays inconnu, une contrée inconnue, un vaste palais au bord d'un fleuve. Laissez l'imaginaire visualiser la scène. Et dans ce palais inconnu, un prince ou une princesse. On perçoit l'agitation, l'effervescence, l'action. Tout bouge. Les uns courent à droite, les autres courent à gauche. On sent qu'il se passe plein de choses. Les gens sont affairés. Et en même temps, lorsqu'on y regarde de près, on voit à quel point l'énergie qui se déploie dans ce palais imaginaire, ce pays imaginaire, l'énergie a quelque chose de spécial, ça pétille. Ça, on le perçoit. Il ne s'agit pas des mots, il s'agit de autre chose, une autre qualité de présence, la pétillance au cœur de l'action. Et tous nos braves gens ont de bonnes raisons de s'agiter avec pétillance. En effet, le prince ou la princesse de ce palais, de cette contrée, va être couronné dans les prochains jours. Et il va y avoir une grande fête. La fête du couronnement. C'est aussi, ça pourrait être la fête de la vie, peu importe. Chaque jour peut être perçu comme un couronnement, comme une célébration. Et notre prince, notre princesse, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe quelle personne, est là, dans son palais, se rend compte qu'il est en bonne compagnie, que tout s'organise de la meilleure manière. Il y a une joie intérieure qui est présente, et cependant, il y a un nuage qui passe, une préoccupation. Et il vient se demander s'il sera à même de faire son job de prince, de princesse, de roi, de reine, au mieux, de rendre ses sujets heureux. C'est une préoccupation, mais néanmoins préoccupation, un petit nuage qui est là, dans le ciel, qui s'est clarifié depuis le début de notre pratique ensemble. Et donc, il marque un temps d'arrêt. Il est comme les sujets, il a plein de choses à faire, sa to-do list est très longue pour les quelques jours qui restent jusqu'à l'heure de la célébration. Et pourtant, il marque un temps d'arrêt. Ça change tout, ce temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, ça peut être une respiration, 2 respirations, peu importe. Mais, et ça c'est message numéro 1, j'aurais envie de dire, c'est à portée de tout le monde et c'est indispensable, ce petit temps d'arrêt-là, au cœur de l'action. Quelle que soit l'action que l'on a entreprise, que j'ai entreprise, que vous avez ou que vous allez entreprendre, régulièrement s'offrir un temps d'arrêt. Quelle est la nature de ce temps d'arrêt? L'espace, la détente, le souffle. On le sait, on le sent. Et au cœur de ce temps d'arrêt émerge une illumination. Notre prince se dit, mais oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clarifier la situation. Et la solution, l'idée, quelque chose apparaît, un cadeau lui est donné. Je crois que c'est la deuxième signature de ce temps d'arrêt de qualité. Les idées, j'ai envie de rajouter, les bonnes idées arrivent naturellement à la surface lorsque ce temps d'arrêt s'offre à nous.
lorsque nous nous offrons ce temps d'arrêt au cœur de l'action. Et donc, il convoque le sage du royaume. Et l'individu arrive, ils se connaissent à peine. Ce qui est sûr, c'est que le sage du royaume, à la seconde où il rentre dans la grande salle du palais, sait qu'il a peu de temps. Ça, c'est sûr. Et son prince lui dit la chose suivante. Voilà, j'ai besoin de ton aide. Petite pause, j'ai besoin de ton aide. Accueillir le besoin, accueillir l'envie, accueillir l'impulsion, accueillir le désir, accueillir le fait que nous sommes tous reliés, interdépendants aux uns et aux autres. J'ai besoin de l'aide de milliers de personnes chaque jour. Honorer ça, accueillir ça au cœur de l'action. J'ai besoin de ton aide. Oui, dites-moi, mon prince, que puis-je pour vous? Voilà, il me tient à cœur d'accomplir du mieux possible ma destinée. Dans quelques jours, je vais être couronné roi ou reine. Et j'ai besoin que tu me dises de quelle manière je peux accomplir du mieux que je peux cette destinée. Donc, on a vu, notre sage n'est pas tombé de la dernière pluie, a bien pris la mesure des enjeux de la situation actuelle. Et donc, il sait qu'il a peu de temps. Donc, il se tourne vers son prince et il lui dit, voilà mon prince, dis-moi, quelle est selon toi la source de la lumière? Et le prince n'a pas besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de réflexion pour répondre, mais c'est facile, il s'agit du soleil. Le sage, bien sûr, valide la réponse de son prince et invite celui-ci à être particulièrement attentif au fait que dès lors que le soleil vient éclairer telle ou telle scène, immanquablement, les ombres ne vont pas manquer de survenir. La lumière ne va pas sans l'ombre. Prendre note de cela, de cette réalité incontournable. Et poursuivre notre chemin, notre démarche engagée, active, dans un quotidien plein d'action, en étant quelque part attentif à cette réalité. Notre sage poursuit. Mais dis-moi, mon prince, lorsque ce soir, ce sera le crépuscule, lorsque le soleil se couchera, quelle sera alors la source de la lumière? Le prince enchaîne, sans trop se prendre la tête, la manière la plus simple d'aller de l'avant, sans trop se prendre la tête, et lui dit, c'est évident, la lune va arriver, et hier soir, je me promenais dans les jardins du palais avec ma bien-aimée, et la lune était là, la pleine lune qui pluisait, et on y voyait comme en plein jour. Oui. Le sage, bien sûr, valide. Et invite cependant son prince à réaliser que dès lors que le soleil disparaît, que la lumière de la lune vient éclairer de manière beaucoup plus discrète le paysage, le regard que l'on porte sur ce paysage évolue. Le paysage reste le même. Et cependant, on ne voit pas la même chose, on ne sent pas la même chose. Hein? Les fleurs sentent 10 fois plus que pendant la journée, et même plus loin de nous, des nouvelles étoiles apparaissent. La pénombre rend la réalité plus profonde. Quelle que soit l'énergie de l'action que l'on déploie, restez vigilant, restez attentif à cela, à cette qualité de perception, de présence, à la réalité. Non pas la réalité telle qu'elle est, mais la réalité telle qu'on l'aperçoit. Le sage poursuit son investigation et s'adresse vers son prince.
Mais dis-moi, mon prince, quelle sera la source de la lumière lorsque tu seras dans la salle la plus profonde, la plus sombre du palais, et que tu seras sans bougie, sans flambeau? Quelle sera alors la source de la lumière? Le prince prend alors un certain temps pour bien apprécier cette invitation, cette perspective. Et quelque peu timidement, au bout d'un certain temps, il se risque. Euh, je crois que la source de la lumière viendra de la voix de mon fidèle ministre qui sera là, à mes côtés. Je suis bien entouré, j'ai confiance. Il est là et il me guidera. Nous cheminerons à deux. Ce sera plus facile que tout seul. Le sage, bien sûr, valide cette perspective et invite son prince à réaliser que parfois la vue apporte les réponses, mais à d'autres occasions, les autres sens qui nous ont été mis à disposition sont tout aussi pertinents, tout aussi mobilisables. Élargir le champ de la conscience, élargir le champ de la présence, rester pleinement connecté au corps, aux perceptions du corps. Si les portes de la perception étaient grandes ouvertes, le monde nous apparaîtrait tel qu'il est, infini, nous dit William Blake. The doors of perception, the doors. Lorsque j'étais ado, lorsque j'étais étudiant, j'ai beaucoup apprécié la musique des Doors. Et le titre de leur groupe vient de cette citation de William Blake. On boucle la boucle, en quelque sorte. Et le sage imperturbable poursuit son chemin. Dis-moi, mon prince, lorsque tu seras tout seul, lorsque tu seras sans ton fidèle ministre, dans cette salle bien sombre, quelle sera alors la source de la lumière? Et là, il s'écoule un certain temps. L'histoire ne nous dit pas combien de temps. Et au bout d'un certain temps, une étincelle de joie, de lumière, émerge du cœur du prince. Et la réponse fuse. Je sais, Eureka, j'ai trouvé. La lumière vient de l'intérieur. Et sur cette belle réponse, le sage sait qu'il n'a plus rien à en rajouter. Et il souhaite le meilleur à son prince et il s'éclipse discrètement. Voilà. Et surtout pas rajouter des commentaires sur cette chute, mais ça pourrait être ça, la pleine présence, la pleine conscience, la réconciliation de l'action et de la méditation. Créer l'espace propice pour que l'action se nourrisse de la présence la plus belle qui soit. Et cette présence vient bien sûr du cœur, vient de l'intérieur. Alors sans aucun doute, il y aurait mille et une manières, mille et une nuits, mille et une manières de revisiter ce conte. L'invitation que je nous fais, que je fais à chacun d'entre nous, c'est vraiment de créer cet espace propice pour régulièrement reconnecter avec l'essentiel, avec la partie sacrée qui vient se loger dans chaque petit geste, chaque petit moment, chaque parole de notre quotidien, de l'action. Proposition, méditation, quelques minutes. Laissez sédimenter cela. Laissez l'espace du dedans
trouver sa place, s'organiser maintenant. Observez que bien souvent, au cœur de l'action, le mental est très présent, ça bouillonne, ça pétille, ça fuse, ça part dans tous les sens. Je dois dire ça, il faut que je dise ça, je dois faire ci, je dois, il faut, j'aurais dû, il faudra, je devrais. Tous ces trucs, ces incantations, toutes ces injonctions. Et c'est normal. Accueillir cela et ensemble, voyons s'il est possible de délicatement ramener notre attention sur le corps et sur le souffle, comme nous l'avons fait au début de cette pratique. Profiter de cet espace que l'on s'est offert, que l'on s'est dédié ce matin. Utilisez le corps comme porte d'entrée. Laissez les portes de la perception s'entrouvrir ou s'ouvrir. Accueillir, par exemple, différentes informations qui proviennent des jambes, des fesses, du bassin. Rien à faire, juste accueillir ces sensations. Il est sans doute plus naturel d'accueillir un son ou une couleur. Et ici, la proposition, c'est d'accueillir quelques sensations corporelles. Et de les regarder, de les contempler, de les observer. De rester quelques instants avec ces sensations corporelles. De créer cette qualité de présence au cœur de la sensation et légèrement en retrait de la sensation. La sensation est là, dans mon corps. Elle me détermine pleinement et pourtant une autre partie de moi, légèrement en retrait, perçoit la sensation comme si c'était ailleurs, en quelque sorte. Un fourmillement, une pulsation. Une sensation fraîche, ou tiède ou chaleureuse. Une sensation plutôt sèche ou plutôt moite.
accueillir, accueillir, accueillir. Accueillir quelques sensations peut-être en provenance du ventre, de la poitrine, des organes, des viscères. Des épaules, des bras, du cou, de la tête. C'est tout le corps qui est posé là, pleinement implanté dans cet espace-là, à ce moment-là. Et peut-être au détour d'une respiration, l'envie vient de juste rester là quelques instants de plus, juste être là. Régulièrement, avec douceur, avec doigté, régulièrement. Laissez le corps être, laissez le souffle être. Et progressivement, si ça fait sens, sans rien forcer, élargir peut-être le champ de la conscience, entrouvrir, ouvrir par exemple les yeux. Veillez à cultiver cette qualité de présence au corps, aux sensations, en s'ouvrant sur le monde, sur ce qui nous entoure. Et ici, marquons un temps d'arrêt. Ici, nous sommes dans une période de transition, dans un espace extrêmement délicat, précieux, subtil, entre la méditation et l'action. Et c'est cet espace-là où tout se joue. J'y reviendrai tout à l'heure. En effet, la proposition, très simple et cependant peu évidente, c'est de garder cette qualité de présence au corps, cette qualité de présence à soi.
y compris quand dans les respirations, les secondes qui vont suivre, nous nous engageons vers autre chose, vers une posture plus engagée dans l'action, en quelque sorte. La méditation, c'est donc, si je peux proposer quelques repères maintenant, c'est premièrement créer cette qualité de présence à la fois au cœur de l'expérience et légèrement décalée par rapport à l'expérience, ce regard méta, disent les spécialistes, quelque sorte, peu importe comment on l'appelle, un regard décalé dans tous les cas. Je réalise que j'ai faim et j'ai faim en même temps. Je réalise que j'ai sommeil et j'ai sommeil en même temps. Je réalise que je suis agacé ou fatigué ou triste ou peu importe. Et en même temps, la tristesse ou la fatigue font partie pleinement de l'expérience. Voilà, premier repère, cette posture méta. Deuxième repère, et ça passe intégralement, j'ai envie de dire, par l'expérience, par la pratique. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu vous. N'hésitez pas à envoyer quelques commentaires à ce sujet, si c'est le cas. Avec l'affranchissement de la relation au temps, en quelque sorte, le temps qui se mesure en secondes, en minutes, peu importe, on se rend compte que le mental trouve une place différente, s'organise différemment dans la relation à soi. C'est-à-dire que le mental, d'une manière ou d'une autre, se pose et qu'avec chaque respiration et avec chaque moment de méditation, en quelque sorte, on va vers une présence un petit peu plus sous le signe de la clarté et de la stabilité. Et forcément, la présence sera impactée par cela au cœur même de l'action. En début de pratique, j'ai mentionné quelques éléments clés de mon parcours, et ce n'est pas juste pour passer le temps, non. C'est pour dire simplement que pendant des années, je me considérais comme un homme d'action, quelqu'un qui, au cœur des pratiques sportives de haut niveau ou de l'engagement dans la recherche, dans un centre vraiment dédié à l'excellence, ou dans un centre, dans une ONG comme Médecins sans frontières. Je peux la nommer avec plaisir, puisque j'en suis particulièrement fier, je dirais. Je garde un regard critique, bien sûr, sur ce qui se fait, mais néanmoins, le travail qui est fait est remarquable. Et là, l'action, c'est quelque chose de fondamental. Il n'empêche, quel que soit l'engagement au cœur de l'action, s'il n'y a pas ces temps de méditation, de vide, d'être, tout simplement, il y a un danger, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, je crois que chacun d'entre nous, à un moment ou à l'autre, le vit, le ressent, en fait l'expérience. Proposition. Nous sommes en début de journée et identifions une action que nous allons entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je forme l'intention de faire cela, d'aller vers quelqu'un, d'ouvrir un dossier, d'entreprendre quelque chose. Identifions cela maintenant. Aujourd'hui, je vais m'organiser pour faire cela. Choisissons chacun quelque chose. Ici, nous sommes dans un espace expérimental en quelque sorte, et je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire que nous créons les conditions propices pour tirer parti au maximum de l'expérience. Donc, regardons le projet, l'intention qui a pris forme. Ce
projet fait-il sens? À quel endroit ce projet répond-il à un besoin? De quelle manière ce projet me permet d'affirmer une présence, de poser une présence simple, dépouillée, authentique et forte. Offrons-nous un temps d'arrêt pour aller voir cela. J'ai par exemple choisi de téléphoner à une personne qui va, si tout se passe bien, contribuer à améliorer un lieu, un écolieu dans lequel je suis activement impliqué aujourd'hui. Un travail, un chantier très technique. Chacun, sans doute, a identifié un projet, une action en essence qui prend forme là maintenant. Quel besoin cette action répond-elle? Et qu'est-ce que je souhaite m'offrir en lien avec cette action envisagée? Poursuivons. Ici, nous sommes donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans un espace un peu comme un laboratoire, un espace expérientiel. C'est peut-être ça qui est en jeu ici. C'est peut-être sur ce point-là que je conclurai cette pratique matinale. L'organisation de différents types, de différentes natures de présence. Une première forme de présence, c'est au cœur de l'action. Au cœur de l'action, il ne s'agit plus de réfléchir, si bien peut-être oui, mais de laisser la spontanéité, l'intuition, le geste, la parole émerger sans trop se prendre la tête, en quelque sorte. Deuxième espace, tout aussi important, la méditation formelle. Bien sûr, l'action et la méditation se relient. Troisième espace, la théorie, en quelque sorte. Donc, visualisez cela comme un triangle. Hein, et ce triangle est délimité par trois types de présence, en quelque sorte. La méditation, l'action et la théorie. Et ces différents types de présence sont intimement, étroitement reliés. La méditation, la qualité, la nature de la méditation se nourrit de l'expérience, du vécu. Des souvenirs, des scènes, des situations, des émotions associées à l'expérience viennent régulièrement nourrir, enrichir la pratique de la méditation. De la même manière, la méditation vient enrichir la qualité de la présence au cœur de l'action, comme on a pu le voir. Et la théorie, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire, la théorie? La théorie, elle est intimement, étroitement associée à la qualité, à la nature de la méditation, dans la mesure où nous ne sommes pas les premiers à passer par là. Hein, des générations et des générations de méditants sont passés par là avant nous. Et pour ne citer qu'un exemple, parmi une infinité d'exemples, hein, qu'est-ce que nos prédécesseurs ont découvert? Ils ont découvert que la pleine présence au corps était peut-être la porte d'entrée la plus facile d'accès à une qualité de présence authentique, largement déployée. Ensuite vient la présence au contact des tonalités émotionnelles, puis des pensées, puis du vaste monde. Voilà, c'est un exemple parmi de très très nombreux exemples. Et ça,
c'est vraiment une émanation, la théorie en quelque sorte. De la même manière, aujourd'hui, au XXIe siècle, les neurosciences nous apportent énormément d'informations théoriques. Donc, notre pratique de la méditation se nourrit de toutes ces découvertes, en quelque sorte. Et cependant, ça fonctionne dans les deux sens, dans la mesure où l'expérience est tout aussi importante, si ce n'est plus, que les repères théoriques que je viens d'évoquer. De la même manière, l'action se nourrit, s'enrichit de la théorie. Il est évident que si nous avons quelques repères théoriques, conceptuels, fondamentaux sur telle ou telle situation, telle ou telle action, alors probablement notre stratégie en sera enrichie en quelque sorte. Pour autant que la présence soit au rendez-vous. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, de transposer à tout prix quelque chose qu'on a appris et qui n'est absolument pas adapté à une réalité quelle qu'elle soit. Voilà. C'était la petite page de théorie au cœur de la pratique. Donc, une invitation à rééquilibrer ce triangle de la présence, un triangle isocèle, un triangle où chaque sommet a autant de poids, autant d'importance que les deux autres, ni plus ni moins. L'action, la méditation, la théorie, les fondamentaux. Nous allons conclure sur un temps de pratique avant de poursuivre dans quelques instants sur une qualité de présence plus engagée, plus active. Voyons si pendant ce temps de pratique, il est possible, accessible, de laisser encore quelques instants l'énergie de l'action de côté. Et si c'est le cas, se féliciter. Accompagner quelques respirations, plus précisément. Tester cette qualité de présence focalisée sur la respiration pendant quelques instants encore.
Et je vais conclure en invitant chacune à être particulièrement attentif, vigilant à cette période de transition, de bascule, d'une posture méditative à une posture agissante, passer du mode être au mode faire. Et pour cela, tout en douceur, profitons de cet espace expérimental un peu plus copieux, largement déployé en quelque sorte. Laissez les yeux s'ouvrir et restez pleinement connecté au corps. Et cependant, une partie de nous est en train de se tourner, de basculer vers le et après. Qu'est-ce qui m'attend? De quelle manière vais-je mettre ma présence au service de l'action en quelques instants? Veillez à cultiver cette qualité de présence ouverte, y compris lorsque cette petite tension liée à l'action pointe le bout du nez quelque part dedans. Et l'invitation ici, c'est de régulièrement, au cœur de l'action, aménager un espace de détente, de présence détendue. Offrez-vous cet espace de temps en temps. Marquez un temps d'arrêt, respirez, repartir. Et je nous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée. Voilà. À une prochaine.